Quand je dis conte, ça évoque quoi? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Conte de bûcheron de Jean-Claude Dupont. Ça fait longtemps que le conte m'intéresse. À l'université, j'ai pris des cours sur le conte, j'ai lu des ouvrages théoriques. C'est un des genres les plus vieux de la littérature et je trouve ça fascinant à quel point, à partir de certains motifs, on trouve des tonnes de variations. C'est un genre que j'ai toujours beaucoup aimé lire. Et récemment, je vois Conte de bûcheron chez Nota Bene, une maison d'édition dont j'aime bien les livres, alors j'ai lu ça rapidement. Jean-Claude Dupont, né en 1934, mort en 2016, était ethnologue, folkloriste, artiste peintre assez connu d'ailleurs. La couverture, c'est une œuvre de lui. Et il était professeur au département d'histoire de l'Université Laval à Québec. Il a écrit la préface, les notes, le dossier, mais les contes, c'est des contes qu'il a recueillis en 1964 de M. Isaïe Jolin. Isaïe Jolin, je calcule qu'il est né en 1880, un beauceron. Dans sa famille, on se passait des contes de génération en génération et ensuite une seule personne à chaque génération était comme le dépositaire de ces contes-là. Jolin témoigne qu'entre 1900 et 1925, le nombre de conteurs par village a diminué et lui-même, à partir de la fin des années 40, a vraiment cessé de véritablement compter. Quand Dupont l'a rencontré en 1964 pour enregistrer des contes, Jolin dit qu'il a dû les repasser dans sa tête avant, parce que ça faisait une quinzaine d'années qu'il les faisait seulement dans sa tête, qu'il les comptait plus. Et donc, Dupont a enregistré les contes de Jolin. Et ça ici, c'est la transcription. La première publication, du moins chez Nota Bene, c'est en 2002, mais j'ai l'intuition que ces contes ont quand même déjà été publiés ailleurs. Le conte est avant tout un genre oral. Il se transmet de bouche à oreille, d'une génération à l'autre, et chaque conteur, chaque conteuse transforme un peu le conte. On en retrouve des traces écrites quand même depuis très longtemps. On pense aux Mille et une nuits, mais aussi depuis assez longtemps, depuis la Renaissance, il y a des gens qui colligent les contes et qui les écrivent. Je pense à Giambattista Basile, à Naples, qui a fait un recueil de contes, le Conte des contes, aux alentours de 1600. Évidemment, dans le domaine français, dans le registre français, on pense à Charles Perrault, mais il y a aussi Madame d'Aulnoy. En langue allemande, il y a les lexicographes, philologues et folkloristes, Jacob und Wilhelm Grimm et les fameux contes de Grimm. Ça, ce sont quelques exemples de gens qui ont colligé des contes, mais c'est quand même leur plume, c'est eux qui les écrivent quand même, finalement. Mais le conte populaire, véritablement, voici comment Dupont le définit, ou du moins le délimite. Le conte populaire est un récit fictif et merveilleux, dont les personnages ne sont pas individualisés et dont l'action n'est pas localisée. Le conte de la littérature orale veut avant tout récréer et distraire, c'est-à-dire fournir une évasion. Il a donc une fonction esthétique et sociale. Le conte populaire n'essaie pas, comme le mythe, d'expliquer la cause d'un phénomène naturel et de faire jouer aux dieux un rôle prépondérant. Il est différent également de la légende, qui, elle, est localisée, individualisée, objet de croyance et repose sur un fond historique. Donc les personnages des contes n'ont pas vraiment des caractéristiques psychologiques. Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge sont pas vraiment psychologisés, pas plus qu'ici les héros ne le sont. D'ailleurs, dans ces 11 contes ici, le héros, c'est toujours Ti-Jean. Le conte aussi a été réapproprié par les littéraires. Il y a plusieurs qui ont écrit des contes littéraires, qu'on pense au Candide de Voltaire, aux contes philosophiques. Et là, on va vraiment en faire une œuvre littéraire. On va psychologiser, individualiser le héros. C'est plus un héros typique et bêta. Donc, on a vraiment un héros avec des caractéristiques propres. Dans la foulée des folkloristes, le 20e siècle a vu tout un mouvement de documentation du conte qui va encore plus loin que juste raconter l'histoire, mais avec tous les enregistrements et les transcriptions vocales. Dans les années 60-70, il y a une série, il y a au moins 20 tomes de livres publiés, Les Vieux m'ont conté, qui récoltent les contes de l'Ontario francophone et qui les collige. C'est transcrit de manière très orale. Il y a des fois où c'est vraiment dur à lire avec une transcription de l'autre côté. J'en ai 1 ou 2 volumes à la maison. Ici, on est dans cette lignée-là. La transcription que fait Dupont, elle est orale. Il n'y a souvent pas le ne de négation, par exemple, mais le français est quand même standard. On n'aura pas toutes les élisions, il n'y aura pas des chus, mais je suis, mais quand même ici, ça fait qu'il passe aller-retour. Il fait sonner les joncs. Ah, le roi dit Beauvalet, on ne l'a pas. Okay? Donc, une oralité, mais ce n'est pas transcrit de manière à ce que c'est difficile à lire. Ce qui est super de ce livre-là, c'est le glossaire à la fin.
Parce que Jolin parle avec des expressions qui ne nous sont pas toujours familières, même si on est habitué au français québécois. Alors, il y a un glossaire super développé à la fin. Il y a des choses où on se dit « Oh, j'ai pas besoin de vérifier dans le glossaire, je sais ça veut dire quoi, prendre le bois. » Peut-être que les Européens ne le sauront pas, ça veut dire disparaître dans la forêt. Moi, je sais, mais des choses comme « aller à l'eau », non, c'est pas aller mettre son canot dans l'eau, c'est aller à l'eau, aller uriner. Donc, ce glossaire est vraiment riche. Il y a peut-être encore des expressions dans l'ensemble de l'œuvre qui, pour des gens socialisés au Québec, vont de soi, qui pour des Européens pourraient être difficiles. Mais ce glossaire, à la fois, non seulement rend le livre accessible au-delà des frontières du Québec, rend le livre accessible aujourd'hui, mais en plus, c'est une petite mine d'or d'expressions. Je veux dire, c'était vraiment cool. Moi, j'étais tout le temps en train d'aller voir. Ce glossaire est vraiment un ajout super intéressant à ce livre. Les contes font l'objet de beaucoup d'études en littérature et il y a des classifications. Donc, depuis déjà le début du 20e siècle, Arne a essayé de classifier les contes selon ce qui se passe dedans, les actions qu'il y a dedans. Sa classification a été complétée par M. Thompson et par un troisième dont j'oublie le nom. Et la classification Arne-Thompson, ATU pour le troisième, regroupe les contes, les classifie selon les actions, selon les motifs. Ici, il y a avant chaque conte un petit texte d'une page qui précise, bon, ce récit est relié à telle classification Arne Thompson, voici les similitudes, voici les différences, voici les particularités du conte de Jolin. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ça, vous pouvez le lire après, mais ça se lit vraiment vite. Par exemple, on a un conte ici qui s'appelle Peau d'ânesse, donc c'est le même que Peau d'âne, mais avec les variations amenées par le contexte de bûcheron. C'est ça qui est vraiment cool aussi, c'est qu'on sent l'ambiance québécoise et on sent l'ambiance de bûcheron. Ça se passe toujours près du bois, quelqu'un qui prend le bois, qui prend un chemin de bois ou qui s'assoit sur un tronc d'arbre mort. Et c'est généralement assis sur ce tronc d'arbre mort-là qu'arrivent les auxiliaires magiques, les ogres, la vieille grand-mère. Donc là où, dans des contes de pêcheurs, un monstre à cette tête sortirait de l'eau, ben ici, le monstre à cette tête sort du bois. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est des contes avec des rois, des princesses, mais le roi a l'air d'un paysan comme les autres. C'est pas un seul en forêt, il faut qu'il s'habille, qu'il se déshabille tout seul. Les châteaux sont décrits presque comme des maisons canadiennes. Tout ça, Dupont le fait remarquer, puis c'est vraiment cool à voir. Donc, d'avoir ce contraste-là entre le camp de bûcheron, l'univers simple paysan travaillant, et le roi, puis un autre roi, puis un troisième roi. Donc, on est hors du lieu et hors du temps. Pour lire les contes qu'il y a là, il faut vraiment que vous soyez prêts à endurer de la répétition. Il y a beaucoup de répétitions tant dans les phrases. Chaque conte commence de la même manière. Ça, c'est une belle phrase d'ailleurs. Une bonne fois, je vais vous raconter tant de vérités, tant de menteries. Plus je mens, plus je veux mentir. Il y a des leitmotifs à l'intérieur des contes. Donc, souvent, un conte, il y a toujours une formule qui va revenir. Par la barbe de mon menton pour les trois petits cochons. Et évidemment, dans un conte, ça prend généralement 3 répétitions. Premier petit cochon, deuxième petit cochon, troisième petit cochon. Ici, il y en a tout le temps. Et puis là, souvent, il va y avoir 3 cycles de 3 à l'intérieur des contes. Donc, les épisodes sont répétitifs. Les formules, la langue est répétitive, mais ça donne un rythme en même temps. Il y a des passages, des formules qui reviennent d'un conte à l'autre. Il ne faut pas que vous lisez ça en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça finit qui marie la princesse. » OK. Et ça finit toujours avec la même phrase aussi. Mais la richesse n'est pas dans le dénouement, et la richesse est justement dans cette rythmique-là. On entend l'oralité, et puis ben, si vous êtes prêt à ça, ben, vous pourrez apprécier le recueil. Vous n'êtes pas obligé de le lire du début à la fin, tout d'un coup, comme moi je l'ai fait non plus. En somme, les contes de bûcheron de Jean-Claude Dupont et d'Isaïe Jolin, c'est un beau morceau de patrimoine, ça se lit bien, je suis content que Nota Bene mettre ça en valeur. Jetez un coup d'œil à ça. Mais avant, quand je vous dis conte, vous pensez à quoi? Écrivez ça en bas et jusqu'à la prochaine fois. Bonne lecture.